Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Écoutez, merci d'être aussi nombreux, encore une fois, à notre webinaire. Donc là, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Thibout, associée fondatrice chez Cap Recovery, pour un sujet assez passionnant, c'est l'audit, je dirais, du poste client plus logiciel de recouvrement, un duo gagnant pour accélérer vos encaissements. Donc, avant de te laisser la parole et de te poser pas mal de questions, Pauline, je vais juste te présenter en quelques mots. Donc, alors, Pauline est diplômée d'un Master 2 en droit spécialité procédure civile et voie d'exécution. Donc, on sent que derrière, il y a du level. Et en plus, ce Master t'a pas suffi puisque tu es aussi diplômée, et ce qui est intéressant, en gestion et développement d'entreprise. Donc, si tu veux compléter un petit peu ma présentation succincte. Oui, tout à fait. Déjà, merci Jérémy pour l'invitation. Bienvenue à tous. Effectivement, j'ai la double casquette juridique de par un parcours en droit et l'expérience huissier de justice, puisque j'étais diplômée huissier de justice et j'ai exercé ce métier pendant plusieurs années. Et double casquette avec l'aspect gestion et développement d'entreprise avec donc les compétences en matière à la fois commerciale et finance. C'est une complémentarité intéressante sur nos sujets. Exactement, c'est vrai. Alors, du coup, la première question, quelles sont les missions phares de Cap Recovery ? Donc, Cap Recovery est un cabinet de recouvrement, conseil en gestion du poste client et formation. Et nous intervenons pour sécuriser la trésorerie des entreprises sur le côté poste client, donc plutôt ce qui rentre dans les caisses plutôt que ce qui sort, donc maîtriser ce qui rentre. Et on accompagne les entreprises à réduire leur délai de paiement et prévenir le risque d'impayé. D'accord. Voilà. Donc, par des prestations de recouvrement, d'audit. Le conseil, c'est des prestations d'audit, on va y revenir, et de formation. Ok. Donc déjà un vaste sujet autour du poste client. Tout à fait. Donc avec ton expérience, est-ce que tu peux nous dire ce qui pêche le plus dans une entreprise au départ en matière de pilotage de son poste client ? Qu'est-ce que tu remarques le plus souvent ? Ce qu'on voit le plus, ce sont des difficultés en fait à avoir de la cohérence entre le côté commercial, donc soit les services, on va dire le service commercial et le service comptable, encaissement, etc. Ou dans une même entreprise où il y a une personne qui va avoir une double casquette, c'est d'arriver à mixer le commercial avec le côté financier, encaissement des factures. Il y a toujours un peu cette espèce de malaise à aller relancer des factures et l'encaissement passant après un côté commercial où on a été à l'écoute du client, à son service, etc. Et je remarque qu'il y a toujours un peu du mal à changer un peu de casquette et à venir récupérer l'argent. Et dans les entreprises où il y a des services un peu différents, on a l'impression que les intérêts du commercial, c'est d'avoir des clients, de faire du chiffre. L'intérêt du côté finance, ça va être d'encaisser ce chiffre. Et on a l'impression que les deux, en fait, n'ont pas les mêmes objectifs. Alors qu'au bout du bout, tout le monde a quand même le même objectif, parce que facturer sans encaisser, c'est un peu dommage. Au bout du bout, ça ne sert pas à grand-chose quand même. Donc, c'est souvent un sujet de défaillance. Le fait d'avoir bien vendu, d'avoir bien livré, bien facturé. Et si on n'encaisse pas, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, très, très clair. Alors, du coup, ça veut dire que derrière tout ça, on parle de commerce, on parle de finance, d'action, mais il faut sûrement avoir une stratégie quelque part pour orchestrer en fait ce pilotage. Ça ne s'improvise pas. Tout à fait. Donc, la stratégie, en fait, les process qu'on va mettre en place dans l'entreprise, parce que dans les freins et dans les blocages aussi qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de process, en fait, sur toute la chaîne. Donc, l'idée, c'est de venir, en fait, mettre en place des process et à différents stades de la relation client. D'accord. Voilà. Qui permettent ensuite de pouvoir fluidifier la relation du début de la prise en charge jusqu'à la fin de la relation commerciale qui est l'encaissement. D'accord. Et donc, cette stratégie, elle est pas forcément innée. Non, elle n'est pas forcément innée et surtout, elle va dépendre en fait de plusieurs facteurs. Elle va dépendre des objectifs de l'entreprise. En fonction des objectifs de l'entreprise, on ne va pas mettre en place la même stratégie, donc on ne va pas mettre en place forcément les mêmes process. Et en fonction aussi des ressources de l'entreprise, bien évidemment, et de sa typologie de client.
On ne va pas les relancer. Enfin, on ne va pas avoir la même prise en charge d'un client quand il s'agit d'un grand compte que quand il s'agit d'une TPE, que d'un particulier, que d'une collectivité. On ne va pas prendre le client en charge de la même façon. On ne va pas avoir la même relation client, le même déroulement de prestations avec le client, les mêmes échanges. Et on ne va pas le relancer de la même façon. Donc, vraiment, tout ça, ça se personnalise pour avoir derrière de l'efficience et une cohérence, en fait, dans sa façon de fonctionner avec ses clients. D'accord, très clair. Donc, on sent que ce n'est pas quelque chose qui peut s'improviser. Il faut avoir une expertise, ou en tout cas de bons conseils dans ce sens-là. Alors, du coup, à partir de quel moment penses-tu qu'il est nécessaire d'avoir un outil de pilotage, un logiciel qui permette d'avoir plus d'efficience, justement, dont tu parlais? Alors, le logiciel, souvent on entend, mais je ne vais pas prendre un logiciel, je n'ai pas beaucoup de factures, je ne suis pas assez gros, je ne suis pas une grosse boîte. En fait, ce n'est pas lié forcément à la taille de l'entreprise, ni au volume de facturation dans une certaine mesure, mais on va être amené, nous, à préconiser un logiciel à partir du moment où les personnes chargées de la relance, soit le chef d'entreprise ou un service spécifique, nous dit « j'ai pas le temps, ça me prend trop de temps ». Je suis débordée, ça me prend trop de temps, c'est pas efficace. Donc, à partir du moment où ça prend trop de temps, ça veut dire qu'un logiciel va permettre d'aider les personnes qui sont sur cette tâche. Et c'est là où un logiciel va être intéressant. Ça va permettre d'avoir des scénarios, donc de ne pas improviser ce qu'on va faire, d'avoir de l'automatisme et des rappels réguliers sur ce qu'il y a à faire, voire une automatisation complexe, c'est aussi possible. Voilà, donc c'est plus le temps et effectivement le volume, forcément ça joue parce que ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est plus vraiment un temps plutôt qu'un certain volume et aussi une diversité de clients. Quand on a des clients un petit peu différents, des typologies de clients différents, ça permet d'adapter les scénarios et du coup ça peut être pertinent d'avoir un logiciel. C'est vrai, parce que c'est vrai que dans le process order to cash, finalement on a une vraie attention, une vraie vigilance sur tout l'amont en disant la prise de commande, le devis, la relation client, mais ça va jusqu'à la rentrée du cash et il faut vraiment être en mesure de le piloter jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout, l'encaissement. Alors, du coup, pourquoi avoir choisi quand même MyDSO Manager comme partenaire en matière de logiciel? Alors, MyDSO Manager, parce que c'est meilleur. Non, pourquoi MyDSO? En fait, parce qu'il y a la possibilité avec MyDSO d'en fait personnaliser les relances. On va avoir des scénarios qu'on va pouvoir mettre en place et adapter aux clients. Donc, deux types de clients différents ne vont pas forcément avoir le même scénario. Il y en a qui vont être relancés à des échéances très rapprochées, d'autres qui vont être relancés à des échéances plus étalées. Les modes de communication pourront être différents suivant les types de clients. Le contenu des courriers pourront être différents aussi. Il y a des scénarios qu'on va pouvoir automatiser complètement, d'autres qui seront soumis à validation. En fait, on peut vraiment adapter au type de client. Et donc ça, c'est vraiment hyper puissant parce qu'on a d'un côté l'automatisation qui va vraiment aider avec le fait en fait, rien ne passe à la trappe. En gros. C'est le gardien du temps qui voit tout est vu, il y a des rappels pour tout. Et en même temps, le côté personnalisation, humanisation aussi de la relance et de la gestion du poste client. Donc, c'est vraiment un logiciel qui permet de concilier les deux. Donc, c'est là où c'est vraiment puissant. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des indicateurs aussi de performance qui sont visibles sur le logiciel. On peut suivre un petit peu ses performances. Est-ce que suivre l'évolution de ses délais de paiement, donc de savoir est-ce que ce qu'on met en place et les scénarios mis en place, est-ce qu'ils ont une efficacité réelle par rapport aux délais de paiement. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, le fait que c'est un logiciel qui est connecté à différents outils en lien avec la gestion du poste client. Donc, une galaxie assez intéressante, une constellation assez intéressante. Voilà, donc je te laisserai prendre la main dessus si tu veux nous présenter. Mais oui, alors du coup, je vais en profiter pour vous présenter en fait cette constellation dont parle Pauline. Alors, en quelques mots, pour faire un petit zoom sur MyDSO Manager, donc vous avez effectivement la plateforme qui apporte toutes les fonctionnalités sur lesquelles on va rapidement revenir, mais vous avez autour une constellation de services, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un monde digital, on est dans un monde où tout s'accélère, tout va vite, on le voit, on parle maintenant de ChatGPT, de la nouvelle intelligence artificielle qui est en mesure d'écrire des poèmes presque aussi bien que ce que peut faire Baudelaire. J'exagère, mais franchement, j'ai moi-même testé et c'est assez bluffant. Donc voilà, on ne va pas écrire des poèmes avec MyDSO Manager. Par contre, on peut écrire des éléments à nos clients pour faire en sorte qu'ils respectent leurs échéances contractuelles. Et pour ce faire, vous avez plusieurs connecteurs. Si vous êtes assuré crédit, vous pouvez
vous connecter directement à votre assureur préféré, Coface, Atradus, Allianz Trade. Si vous avez une relation client avec des clients qui sont en mesure de payer directement en ligne, je pense avec des clients type artisans, des plus petites structures, des solutions de paiement qui sont là, bien évidemment de la clientèle publique avec Chorus Pro. Et là, on est vraiment sur des portails et demain avec la démat et Pauline, j'ai aussi quelques questions là-dessus. On sait que ça va être une évidence et un mode de fonctionnement qui va s'imposer, je dirais à tout le monde, parce que c'est une décision cette fois d'État. Tout ce qui est duplicata en ligne, c'est fini d'envoyer des factures accrochées avec des PDF dans des fichiers ou autres. Donc, tout est directement connecté dans votre plateforme. Donc, ça donne vraiment une dimension de tout en un. Info financière, toutes les DITIC. Enfin, je vais pas tous les passer, mais c'est vraiment cette constellation de services qui enrichit votre plateforme, qui déjà, elle répond à 100% des besoins et qui permet en fait d'aller encore plus loin. Alors, juste pour revenir sur la notion de reporting dont tu parlais, de dashboard, c'est vrai que agir avec des scénarios à travers des onglets de to-do list, de feuilles de route qui vont vous donner exactement ce qui a réalisé, quand, sur quel client, à quel niveau. Ça, je dirais, c'est la stratégie qui s'appuie sur des scénarios qui sont injectés dans la partie admin. Et derrière, après, c'est comment j'apprécie la performance globale, d'où je viens, où j'en suis, où je vais, puisqu'on va jusqu'au prédictif d'encaissement, donc avec différents indicateurs, les litiges, l'évolution des encaissements, l'évolution des retards, les profils payeurs, mais aussi, je parlais du prédictif d'encaissement, possibilité de savoir où je vais atterrir, parce que finalement, avoir du cash, faire sa relance, c'est parfait, c'est effectivement fondamental, mais après, c'est savoir qu'est-ce que ça va m'apporter, à quel moment, pour éventuellement anticiper des actions de paiement, des opérations de rachat, enfin tout ce qui tourne autour de l'entreprise et qui s'appuie pleinement sur le cash sans forcément dépendre de banques ou de crédits fournisseurs, c'est-à-dire finalement jouer un peu sur son BFR, ce que tu dois voir assez souvent dans tes audits, jouer sur son BFR pour ralentir ses paiements aux fournisseurs parce qu'il faut aussi payer autre chose, donc on va essayer de trouver des moyens. Donc voilà, du coup, je vais pas du tout rentrer dans une démo de MyDSO, mais c'était juste pour vous apporter aussi cet éclairage sur ce que l'outil vous permet, ce logiciel qu'on fait évoluer en permanence pour vous donner ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc, alors, du coup, j'ai une autre question qui peut t'intéresser. C'est aujourd'hui qu'Aprecovery travaille plutôt en local, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés et qu'on a le plaisir. Ah oui, j'ai oublié sur MyDSO le pourquoi effectivement on choisissait MyDSO. C'est parce qu'on est voisins. C'est parce qu'on est voisins. Oui, voilà, c'est évident. Donc du coup, c'est vrai quand tu me poses la question, j'ai oublié de le préciser. Effectivement, c'est aussi l'humanité derrière l'outil. C'est-à-dire qu'on est sur un logiciel en ligne, c'est une solution logicielle, mais pour autant derrière, il y a une vraie équipe. Il y a des personnes qui sont réactives, qui répondent, qui s'adaptent à la demande du client et qui en plus sont sympas. Et non, du coup, voilà, c'est vraiment aussi un des facteurs. Mais c'est vrai que ça compte énormément en termes de relationnel, de facilité d'échange. Alors, même si aujourd'hui, comme on est en train de le faire aujourd'hui, on peut faire communiquer par des écrans intermédiaires, mais le contact reste l'élément phare. Alors, j'en profite pour dire, puisqu'on parle d'écran, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Donc, surtout, faites-vous plaisir, posez toutes les questions. Ça permettra de compléter. Bien évidemment, on ne répondra peut-être pas à toutes, mais au moins, ça permettra d'apporter d'autres éléments que les seules questions que je pose à Pauline. Donc, alors aujourd'hui, je disais, on se connaît parce qu'on est en local, mais est-ce qu'il y a une ambition d'aller au niveau national, international pour le cabinet Caprecovery? Alors, nous, on est sur un sujet qui nécessite d'avoir une confiance du client quand même forte. Donc, la proximité, clairement, c'est un élément essentiel pour nous. Les clients, on les connaît, les audits, on le fait dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on est en développement, en communication, en relationnel, on va dire vraiment local. Pour autant, demain, si on est recommandé effectivement sur des clients qui sont ailleurs que dans notre région, bien évidemment qu'on y répondra. On n'est pas en prospection active voilà, sur le national, mais pour autant, voilà, on y répond avec grand plaisir si on est sollicité, ce qui nous est déjà arrivé. Et sur l'international, en revanche,
On peut être sollicité pour des entreprises françaises qui ont des sujets à l'export. On n'est pas forcément spécialisé sur ces sujets-là, donc c'est une expertise encore différente. On a des relais, éventuellement aussi, si besoin, sur ces types de problématiques. D'accord. Donc, ça veut dire en gros que où que vous soyez en France, si vous avez un besoin d'audit et d'appréciation de votre performance pour voir ensuite la mise en place de MyDSO Manager, hein, puisque c'est ça qu'il faudra mettre derrière, vous pouvez… Oui, nous on répond, dans tous les cas, on ne dira jamais non à un client parce qu'il n'est pas sur notre zone géographique, on répond quoi qu'il arrive. Est-ce qu'après c'est dans nos cordes, pas dans nos cordes, est-ce qu'on correspond aussi au client, hein, comme je disais, il y a un rapport de confiance qui est nécessaire, donc il faut que ça passe, que le courant passe avec le client, et ensuite, oui, après, dans les solutions qu'on peut préconiser, bien sûr, MyDSO n'est pas cantonné à Grenoble, enfin, à la région Rhône-Alpes, hein, bien évidemment. Donc, on peut être amené à travailler après aussi plus largement, oui, bien sûr. Parfait. Alors, du coup, on parle d'audit, on parle d'expertise. En fait, finalement, depuis le début, la notion d'audit, c'est presque un mot, entre guillemets, qui peut inquiéter, enfin qui est sévère, parce que est-ce qu'il s'agit de commissaire aux comptes, est-ce qu'il y a des contrôles? En fait, il y a quoi derrière cette notion d'audit? Quand on dit audit du poste client, c'est quoi? Alors, derrière déjà le mot audit, il faut entendre état des lieux, diagnostic, préconisation. Donc, et poste client, donc audit du poste client, c'est-à-dire qu'en fait, nous, c'est moi qui viens dans l'entreprise faire l'état des lieux global de la gestion du poste client. Donc, le poste client, c'est quoi? C'est la prise en charge en fait d'un client. Je pars du parcours client comme point de départ pour faire mes audits. C'est-à-dire que je vois comment est pris en charge un client dans l'entreprise, vraiment très terre à terre, par qui, comment, par téléphone, par mail, qui gère la demande, comment est requalifié le besoin, par qui, etc. Donc, il y a une grosse approche commerciale. Ensuite, quand, comment, par quel biais on lui envoie une proposition commerciale ou un devis, est-ce qu'il y a des conditions générales, est-ce qu'elles sont adaptées, est-ce qu'il y a des conditions particulières, comment se font les négociations, etc. Ensuite, est-ce qu'on demande des acomptes ou pas, est-ce qu'il y a une politique d'acompte ou est-ce que c'est… oh bah tiens, là, je m'en demandais, bah non. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une ligne directrice là-dessus? Comment on facture? Comment on relance? Déjà, est-ce qu'on relance? Comment on relance? Et l'encaissement ensuite, quels moyens de paiement qu'on va privilégier, etc. Et en bout de chaîne aussi, les sécurisations par exemple, des solutions d'affacturage, voire aussi les solutions de recouvrement qui peuvent être mises en place si en interne, une relance n'a pas fonctionné. Donc, c'est vraiment tous ces sujets qu'on va voir. La partie état des lieux, c'est vraiment très objectif. J'ai mon ancienne casquette huissier de justice qui me donne quand même la compétence de savoir faire des constats. Donc, c'est très… il n'y a aucun avis, aucun jugement. C'est un état des lieux. Comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui? Ensuite, on définit les objectifs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a envie d'améliorer et pourquoi? Alors, ça peut être dans le cadre d'une cession d'entreprise, par exemple. On veut avoir un truc carré parce qu'on veut céder à son fils, par exemple. C'est un cas que j'ai pu voir, où on va céder une entreprise, on a envie d'encaisser un maximum de cash avant la cession, où on a un projet de développement et la trésorerie devient un vrai sujet pour financer la croissance. Donc, on a besoin d'avoir des délais qui se raccourcissent. Donc, en fait, il peut y avoir beaucoup d'objectifs, des objectifs très variés en fonction de l'entreprise. Et donc, en fonction de ces objectifs-là, à partir de l'état des lieux, je vais aller dégager les points positifs, les points de vigilance et les préconisations pour améliorer et atteindre les objectifs. Donc, les préconisations peuvent être très variées et d'une entreprise à l'autre, ne pas du tout être les mêmes. Et ensuite, je vais faire une synthèse des préconisations qui est très poussée. Par exemple, si je préconise l'utilisation d'un logiciel MyDSO, je vais aussi aller préconiser les scénarios. C'est-à-dire, je vais vous dire, pour tel client, le scénario de relance, ça sera celui-là, avec les modèles de mail, par exemple, à faire. Est-ce que c'est du téléphone, du mail, du courrier? Je vais vraiment tout livrer au client et après, libre à lui de suivre tout ou partie des préconisations, donc pas obligé de suivre. Et ensuite, d'aller consulter lui-même les partenaires que je lui préconise. Par exemple, si c'est avec MyDSO, soit il vous contacte en direct et me disent voilà ce qu'il faut faire, et puis après vous débrouillez avec lui, soit il nous mandate après pour faire office d'intermédiaire et donc de mettre en place les scénarios. Donc ça, c'est une deuxième partie, le déploiement, c'est une autre partie de la prestation. De la prestation globale. Donc c'est vraiment une prise en main qui fait qu'un acteur qui, d'une part, un, n'a pas le temps forcément, et deux, n'a pas la compétence,
va déléguer finalement typiquement, ça peut aussi être, par exemple, dans une mise en place d'un nouvel outil. Des fois, on va changer des process. Le changement dans une entreprise, des fois, c'est compliqué. Si on n'a pas les ressources en interne, par exemple, je sais pas, un arrêt maladie sur un poste ou un poste vacant, on n'a pas encore. Ça peut être aussi d'aller préconiser une personne extérieure. Donc, moi, je vais pouvoir accompagner l'entreprise sur c'est quoi le profil et moi, chercher, en fait, parmi mes partenaires à qui serait idéal, etc. Et je peux faire ces démarches de recherche. Des recherches aussi de solutions financières. Par exemple, sur de la digitalisation, il y a des solutions bancaires qui existent, des financements. Je vais moi-même aller faire les démarches auprès des organismes pour savoir les conditions, etc. Donc, c'est un gain de temps pour l'entreprise qui ne connaît pas forcément les différentes solutions qui existent. Donc, c'est un vrai apport en fait, pour tous ceux qui ont besoin de rentrer du cash et d'optimiser leur process pour pérenniser une solution. C'est ça. OK. Et donc, tout ça, ça fait l'objet d'un livrable, j'imagine. Oui. Tout à fait. C'est un rapport. C'est un rapport. Hein, c'est un rapport qui est remis au client en version web, enfin PDF ou papier si la personne est papier. Pour l'instant, je n'en ai pas eu. Relié, bien sûr. Relié. Ah, mais si les papiers, il est joli, oui. Mais enfin, pour l'instant, je n'ai encore pas eu en papier. Et donc, oui, voilà, c'est un livrable qu'après, il utilise. Encore une fois, il l'utilise après pour faire lui-même après son petit marché. Ou alors, il mandate pour la suite. Mais effectivement, il y a un livrable à la fin. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir, parce que finalement, c'est comme une Bible qu'il va pouvoir conserver, sur laquelle il va pouvoir se repencher et se dire, tiens, telle préconisation. C'est ça, mais même par exemple, dans le cadre d'une session d'entreprise, on peut très bien imaginer le cédant qui fait cette démarche-là et qui donne à son cessionnaire, voilà ce qu'il faut faire. Pour autant, lui, il ne le fait pas, mais il livre ce qu'il faut faire à son cessionnaire. Et du coup, ça peut être aussi intéressant. Au moins, la personne, elle sait ce qu'il y a à faire. Elle sait l'approche budgétaire, le temps que ça mettra, etc. Enfin, ne part pas de... C'est ça. Très bien. Alors, je passe du coq au coq. Oui. Ça, c'est bien connu. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la notion de Chorus Pro, de démat, etc. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu, toi, ta vision de la fameuse facture électronique. Je dis fameuse, c'est pas du tout ironique, hein, c'est parce que c'est un sujet qui va devenir une obligation à très court terme. Comment tu vois ça Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là pour démystifier peut-être un peu le sujet, parce que je suis sûr que parmi tous ceux qui nous écoutent, tous ne savent pas précisément en quoi ça consiste. Oui, alors la facture électronique, donc à la base, c'est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA. Donc à la base, c'est vraiment le précurseur, c'est ça. L'idée, c'est que toutes les factures reçues par une entreprise transitent par un portail qui va alimenter en parallèle les portails de déclaration de TVA, et toutes les factures que les entreprises vont émettre vont alimenter ce même portail de façon à ce que les déclarations de TVA s'automatisent en fait en bout de chaîne. Pour ce qui nous concerne sur les délais de paiement, la facture électronique va quand même avoir pour effet d'accélérer les délais, puisqu'à partir du moment où une facture est reçue par le destinataire, il ne pourra pas nous dire qu'il ne l'a pas reçue ou qu'il a oublié. Parce que par définition, elle est arrivée, il y a un délai. C'est tracé. C'est ça, c'est tracé. Forcément, après, il y a une automatisation qui va forcément se faire au niveau des paiements. Ça peut réguler. En tout cas, c'est un des objectifs aussi poursuivis avec cette réforme. Je pense que ça permettra cette mise en place. Forcément, il y aura une phase sans doute de réglage. Mais par contre, l'idée, c'est quand même que les entreprises se mettent, entre guillemets, tout de suite au pli et soient sensibilisées au sujet rapidement. Donc, les experts comptables, déjà, font le boulot quand même auprès de leurs clients de sensibiliser là-dessus. Et nous, dans nos audits, quand on parle justement de la chaîne de relation, la facturation dans la relation client, c'est quand même un moment phare, clé de la relation. Donc, je m'interroge toujours sur comment est faite la facturation. Est-ce qu'elle est faite par un logiciel métier? Est-ce qu'elle est faite des fois sur Excel? Ça se voit quand même. Et donc, à ce moment-là, ça sera de tout de suite mettre le doigt sur vous êtes en train de revoir vos process, interrogez-vous tout de suite sur la dématérialisation de factures. Et là, ça va être l'occasion de préconiser peut-être un logiciel, un métier ou quoi, pour tout de suite se mettre dans les rails de la facture électronique avec les mentions. Les mentions obligatoires, et puis derrière, un outil qui permettra de pouvoir transférer sur les plateformes. D'accord. Donc, finalement, c'est une préconisation d'anticipation, de préparation pour que le jour où il y a, entre guillemets, le coup près qui tombe en disant maintenant c'est obligatoire et attention, c'est ça. Il peut y avoir des amendes. Et profiter de ce moment d'audit où de toute façon on va améliorer les pratiques et avoir quelques changements pour tout de suite en fait se mettre sur les rails, quoi. Voilà. Pour que quand ça arrive, effectivement, on ne soit pas surpris, qu'on sache comment ça fonctionne. Et c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, mais parfait, très clair.
Alors, puisqu'on a nos deux super kakémonos derrière, en fait, si tu devais caractériser, si Caprecovery devait caractériser MyDSO Manager en 3 mots, tu dirais quoi? Je dirais, le premier mot qui me vient, c'est l'efficience, c'est-à-dire un maximum de résultats en fait, sur la gestion du poste client et la réduction des délais, avec un minimum d'efforts, en tout cas d'efforts humains, dans le sens temps passé, énergie déployée, ressources à mettre en place. Donc ça, c'est quand même vraiment la première chose. Donc il y a vraiment la compétence technique et la puissance du logiciel. Bon, là, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc maximum de résultats. La deuxième chose, c'est le côté ergonomique, agréable de l'outil. C'est aussi un élément qui est important. Et enfin, ce côté humain dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. Voilà, où on a des gens derrière, on a une équipe qui est réactive et voilà, ça, c'est important. Une équipe de Mélanais. Voilà. On est basé sur le Mélan, dans l'Isère, pour ceux donc voilà, 38 au milieu des montagnes, qui commencent à être à nouveau enneigées. Oui. Donc s'il y a des amateurs de ski, surtout, n'hésitez pas. Alors, je vais juste, puisque je vais revenir un tout petit coup sur MyDSO, avant de répondre aux questions. Là, je vois que c'est en train de se remplir, mais j'avais un petit élément que je voulais partager sur la notion de personnalisation, comme tu disais. Donc, en fait, en quelques mots, vous allez pouvoir, dans la partie admin, venir créer, alors, soit avec l'aide de Caprecovery dans le cas d'un audit, soit ensuite les faire vous-même si vous partez du principe que vous êtes plus, que vous voulez faire ce que vous voulez. En gros, en quelque sorte, un scénario de relance sont différentes étapes dans le temps. Le temps étant une notion incontournable en matière de cash. On parle de date d'échéance, on parle de balance âgée, on parle d'évolution des retards, de prédictif d'encaissement. Donc, on voit que le temps, c'est quelque chose qui est incontournable. Et d'ailleurs, le temps, c'est triste à dire, mais c'est de l'argent, hein, le coût des capitaux engagés. Et donc, en quelques clics, ici, si vous voulez commencer à relancer vos clients avant échéance, ce qui est fortement recommandé très souvent dans les audits aussi, c'est de faire ce qu'on appelle un peu du préventif. Ce n'est pas forcément de la relance, c'est un premier contact client, c'est une appréciation du respect du délai de paiement avant échéance. En gros, on nomme ça comme on veut, on détermine le nombre de jours avant l'échéance avec lesquels on souhaite contacter son client, le média, donc de préférence, je dirais l'email à ce niveau-là. Et en fait, donc bien évidemment, tout ce qui est sujet et wording, et ça fera l'objet d'un webinaire sur la stratégie de la communication à travers l'email, c'est quels sont les mots que je choisis, quel est l'objet que je mets en place. Ça, c'est extrêmement important parce qu'un email, c'est aussi un objet de marketing. Et derrière, ce qu'on vous apporte, en fait, nous, ce sont les balises hashtags qui vont venir compléter votre email avec les éléments sur lesquels vous voulez échanger avec votre client, notamment dans des factures, puisqu'on parle de collecte de cash. Et ces balises hashtags, en fait, sont juste une bibliothèque de balises qui vous permettent de dire, eh ben voilà, moi, je veux intégrer le relevé de compte complet, donc je vais mettre cette balise. Je veux le relevé de compte sans les pièces sans litige, je mets cette balise. Je veux une rupture par mois, je mets celle-ci. Donc, vous avez vraiment le choix de venir sélectionner ce qui vous paraît le plus pertinent dans le cadre de cette action pour votre client. Et ensuite, eh ben, comme le disait Pauline, c'est de dire, est-ce que je veux que MyDSO Manager travaille pour moi? Donc, vous le laissez en relance automatique. Et là, à chaque fois qu'il verra passer un client qui passe dans le radar de cette action, il sera vraiment l'exécutant. Donc là, vous rentrez un équivalent temps plein, plus. En gros, vous rentrez une petite équipe de personnes super efficaces. On n'est pas des fervents défenseurs de l'automatisme, mais on sait qu'il y a en fonction de certaines structures, et Pauline en parlait sur notamment les volumes, parfois on est obligé d'y passer. Ce qu'on préconise fortement, c'est l'automatisme à confirmer, ce qui veut dire que vous arrivez le matin, plutôt que de laisser MyDSO Manager travailler tout seul, vous branchez quand même, vous allez dans vos relances automatiques à confirmer. Et je vais juste regarder s'il y en a quelques-unes. Bon, imaginons ici, j'ai des relances, alors j'en ai plus qu'une à confirmer, mais c'est-à-dire que je vais ici sélectionner mon email et je dis oui, OK, je confirme la relance. Donc, en gros, je garde la main sur le fait de faire go, no go. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en matière de relations clients, vous gardez quand même la possibilité de vous dire non, c'est peut-être pas adapté. C'est vous qui restez pilote. Et sinon, vous pouvez sélectionner toutes vos relances et puis dire finalement, pour moi, tout est bon, j'envoie. Donc, c'est vraiment cette dimension-là qui existe au sein de MyDSO Manager qui vous permet de personnaliser, d'avoir le choix et ensuite potentiellement de descendre au niveau de votre client,
de regarder, donc là, vous voyez, si vous êtes connecté, alors on a appris Unisphère, ça peut être Credit Safe, ça peut être Info Légal, avec des outils de renseignement, avec l'assurance crédit, d'avoir le détail de vos factures, d'avoir l'historique des actions que vous avez réalisées en ligne, d'avoir l'historique des commentaires que vous aurez mis sur vos factures, parce que bien évidemment, pour bien piloter un client, il faut savoir ce qu'il vous a dit sur telle ou telle facture, si notamment il y a un litige, il y a une promesse de règlement, tous ces éléments-là, et d'avoir aussi, bien sûr, au niveau du client, les rapports et indicateurs qui vous donnent son niveau d'encours, ses retards, sa balance âgée, l'évolution de son DSO, l'évolution de ses retards, ses litiges, son prédictif d'encaissement. Donc, tous ces éléments qui viennent compléter en fait la stratégie qui aura été mise en place avec la Précovery sur les préconisations pour faire en sorte qu'ensuite vous soyez vraiment en vitesse de croisière et que le pilotage de votre poste client soit pérennisé. Donc ça, c'est vraiment un élément clé aussi pour avoir une bonne efficience dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ce que je disais, c'est la personnalisation en fait. C'est qu'on va avoir de l'automatisation déjà qui est toujours, pas toujours, enfin on peut même adapter l'automatisation en fait. Ouais. C'est là où c'est hyper intéressant. Et on adapte tout au client. Enfin, même un mail qui peut être déjà pré-rédigé, si on veut, on peut rentrer dedans, refaire des petites modifs. Enfin, d'accord, c'est vrai. Voilà, on peut vraiment personnaliser plus. Voilà. Alors, ça, c'est chouette. Je vois alors que, parce qu'il est déjà 11h30, donc comme on dit qu'on veut respecter le timing, je vois qu'il y a des petites questions dans le chat. Donc, penses-tu que pour relever un niveau de trésorerie, il faut une politique d'acompte ? Oui, l'acompte, donc j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Effectivement, quand l'entreprise a un objectif de relever son niveau de trésorerie, effectivement, l'acompte, c'est une solution qui est très, très pertinente. Donc, sur un acompte, souvent, il y a un petit peu de méprise. Des clients, des fois, me disent « Ah, mais je ne suis pas à l'aise, mon client, il va croire que je n'ai pas confiance. » Sauf qu'un acompte, ce n'est pas une garantie de paiement. On ne prend pas un acompte parce qu'on veut garantir un paiement. Alors, bien évidemment, ça a cet effet secondaire, parce que comme on est payé d'avance, forcément, la question... l'encaissement est quand même sécurisé. Mais la fonction première de l'acompte, ce n'est pas celle-ci. La fonction première de l'acompte, c'est de permettre de supporter les charges qui sont des charges d'exploitation, en fait, du cycle d'exploitation, qui sont mobilisées pour répondre à la demande d'un client. Donc, ça va être peut-être de l'achat de matières premières. C'est souvent le sujet. Souvent, quand j'ai de la matière à acheter, oui, je prends des acomptes parce que comme ça me permet de payer mon fournisseur. Donc, clairement, oui. Mais ce n'est pas que ça. Ça va aussi être les charges de personnel, les charges d'utilisation du logiciel, les charges de locaux, enfin les charges générales de structure pour répondre aux besoins d'un client. Donc, l'acompte permet en fait à l'entreprise de ne pas faire l'avance de ces charges-là. C'est au client de payer pour la mobilisation de ces ressources-là. D'accord. Et l'acompte permet ça. Et donc, une politique d'acompte, ça vise à définir les cas dans lesquels on va demander un acompte. Est-ce que je demande que quand j'ai des matières à acheter, ce qui est possible? Est-ce que je demande systématiquement? Est-ce que je demande quand c'est des nouveaux clients? Est-ce que je demande quand c'est des clients qui ont un comportement de paiement aussi un petit peu limite? Donc, on définit en fait les critères dans lesquels je vais demander un acompte. Et quand ces critères sont remplis, je demande un acompte. La deuxième question, c'est le pourcentage. Est-ce que je demande 30, 40, 50% d'acompte? Est-ce que j'en demande un seul au début et je facture le solde à la fin? Est-ce que je fais des factures intermédiaires? Par exemple, dans des entreprises qui sont sur des prestations qui peuvent être longues, on peut imaginer, par exemple, un acompte de 40% à la commande, un acompte de 40% à la livraison, une facture intermédiaire en cours de pause, par exemple, sur des chantiers, j'imagine. Et à la fin, il ne reste que 5%. C'est quelque chose qui est possible. C'est ça. Et là, après, ça va vraiment dépendre. Par contre, il ne faut pas que ce soit à l'intuition. C'est si mon chantier dure plus de 45 jours, par exemple, je prends une facture intermédiaire. S'il dure moins, ok, ou ça peut être un montant. Si un chantier a plus de 20 000, 50, ça, j'en sais rien, 1000 euros, je demande un acompte. Donc, en fait, c'est de mettre des critères objectifs pour ne pas tomber dans le piège de l'émotionnel, du subjectif, du c'est parce que c'est lui, je ne fais pas confiance, donc j'en demande. Là, ça devient difficile à gérer aussi. Voilà. Même dans des sessions d'entreprise, par exemple, un chef d'entreprise peut avoir son sentiment en disant là, je demande, et puis le repreneur, si lui, il a moins d'expérience, il ne demandera peut-être pas, s'il n'aura pas ce sentiment. Donc, une politique claire, au moins, il ne tombe pas dans des pièges comme ça. C'est vrai que l'acompte, c'est un petit peu, pour beaucoup, c'est un petit peu
anti-commercial presque, donc en allant un peu plus loin, et c'est pas évident d'arriver à se mentaliser pour se dire ça fait partie du process. C'est un engagement du client, c'est de la trésorerie qui rentre. Et il faut aussi, en fait, des fois, c'est un changement d'éclairage, c'est-à-dire qu'un acompte aussi, ça sécurise à la fois le client et l'entreprise. Un client, il peut aussi se sentir sécurisé s'il a versé un acompte parce qu'il est sûr que l'entreprise, elle est engagée. Oui. Alors que finalement, s'il n'a pas versé d'acompte, si l'entreprise, finalement, elle ne donne pas suite, elle pourrait, elle engage sa responsabilité quand même s'il y a une signature, un devis ou quoi, mais un acompte, ça engage tout le monde. Et ça peut aussi, du coup, rassurer le client. Et sur le fait aussi de se dire, si elle a cette politique-là, c'est qu'elle sait gérer son post-client. Oui. Parce que finalement, un client qui a une affaire de 250 000 €, je ne vous demande pas un centime et tout sera à la livraison, ils sont en prise de risque total. Quoi. Oui. Ah oui, mais en fait, c'est pareil, c'est vraiment un changement d'œil, de vision un petit peu de l'aspect commercial aussi, et de la relation client, considérant qu'un client, même sur des conditions générales, sur des contrats, quand on est carré dans des process, on sécurise sa relation, on la cadre, en fait, en tout cas. La cadre, et quand on a un cadre, on a les règles du jeu, et du coup, on évolue librement et en sécurité dans ce cadre. Et quand on commence, soit on n'en met pas, soit on le laisse s'élargir de façon non maîtrisée. Là, on perd, et là, on ouvre des failles partout et ça commence à être le début des complications, en tout cas. Alors, je vois qu'il y avait une autre question en lien avec les acomptes. Moi, j'ai des grands comptes. Est-ce que je peux quand même demander des acomptes? Donc, c'est assez lié aussi. La problématique des grands comptes. Donc, ce n'est pas une légende. Les grands comptes sont ceux qui, statistiquement, ont les délais de paiement les plus longs. Pour autant, on ne peut pas forcément… quand on a un contrat avec un grand compte, ça peut quand même être une belle opportunité. On n'a pas forcément envie de s'en passer. Et en fait, il faut l'intégrer dans une globalité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un grand compte, oui, il y a des choses qu'on va pouvoir faire avec et des choses qu'on ne va pas pouvoir. Peut-être qu'une politique d'acompte, on ne pourra pas la mettre en place avec un grand compte parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Il est gros, on est petit ou plus petit, et donc on subit un petit peu et on est obligé de s'adapter à ces conditions. En soi, c'est OK. Par contre, on maîtrise son risque. Ça veut dire que sur les autres clients, on va les sécuriser plus. Parce que dans la globalité, en fait, le risque doit être maîtrisé. Et ensuite, un grand compte, attention, c'est pas parce que c'est un grand compte qu'il n'y a pas un scénario qui peut être mis, un scénario de relance, une communication avec son client. Il n'est pas intouchable. Il n'est pas intouchable, mais c'est surtout, en fait, c'est une relation contractuelle finalement comme une autre. Alors oui, il y a un rapport de force qui est différent, mais pour autant, il a aussi des engagements, et c'est pas parce que c'est un grand compte qu'on ne peut pas lui les rappeler et qu'on ne peut pas avoir, au contraire, un process carré, parce que derrière, on a moins, il y a moins la relation de proximité qu'on peut avoir avec l'entreprise du coin qu'on connaît bien. On n'est pas sur la même relation, donc le process, il faut qu'il soit presque encore plus effectivement carré, respecté, rigoureux. Voilà, c'est pas parce que c'est un grand compte qu'il n'a pas tenu à ses délais de paiement aussi. D'accord. Voilà. Et du coup, peut-être qu'ils paieront un peu plus celui qui se manifeste que celui qui pense qu'il ne peut rien faire parce que c'est un grand compte. C'est ça. Alors, je vais prendre une dernière question. Désolé pour les autres. On fera peut-être un petit plus, mais là, je vois qu'il est déjà 38. Donc, la dernière question, c'est que j'ai vu. Alors, c'est oui. Côté conseil, est-ce que Cap Recovery fait aussi des conseils pour mettre en place une assurance crédit? Oui, alors nous, sur l'assurance crédit et sur la facturage, c'est un petit peu la même approche sur les deux. On va en fait préconiser la mise en place de solutions. Soit les solutions qui sont proposées par la banque du client sont pertinentes. Et à ce moment-là, on va rester avec ses partenaires. L'idée, c'est pas d'aller virer tout le monde et de repartir avec des gens nouveaux qu'on ne connaît pas. Donc, si les solutions proposées par les partenaires actuels de l'entreprise sont bonnes et adaptées, accessibles, pertinentes, on va volontiers les préconiser. Par contre, si elles ne sont pas pertinentes et qu'il y a d'autres solutions qui pourraient être plus adaptées, à ce moment-là, on va pouvoir avoir tendance, en fonction des objectifs, encore une fois, de l'entreprise, peut-être orienter sur des courtiers professionnels aussi, courtier en prêt professionnel, en financement, parce que des fois, l'entreprise, on pourrait se dire que oui, il faut un affacturage ou une assurance crédit, mais en fait, peut-être que le travail à faire pour atteindre les objectifs, il se fait plutôt en haut de bilan plutôt qu'en bas de bilan aussi, et que du coup, un courtier en prêt pourrait avoir une approche du coup beaucoup plus globale et trouver des solutions que nous, on n'a pas dans nos préconisations de base. Ouais, donc c'est vraiment… Encore une fois, c'est l'objectif de l'entreprise. C'est ça, c'est l'objectif de l'entreprise qui va jouer, parce que quand on est sur des phases de croissance, il y a peut-être des investissements à faire. Et peut-être que ces investissements-là, ils ne sont pas juste liés à de la trésor pure. Et pour dégager de la trésor, il y a peut-être des solutions, d'autres leviers à actionner plutôt que
juste une solution d'assurance crédit ou d'affacturage. D'accord. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas, Pauline, pour cet éclairage merci très à clair. toi, Et puis donc, merci aussi à nos auditeurs d'être toujours aussi nombreux. Et alors, je vous donne rendez-vous dans d'autres webinaires qu'on fait. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et vous verrez qu'il y a le planning qui est complètement déjà en place sur 2023. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger, même si c'est par chat interposé. Désolé pour les quelques questions qui restent, mais on veut vraiment respecter le timing pour respecter la règle du jeu et on fera des réponses par mail puisqu'on a toutes vos adresses mail là, qui sont enregistrées par rapport aux questions restantes. Merci et puis à bientôt. Merci à tous, à très bientôt. À très bientôt. Merci Jérémy. Merci Pauline. Au revoir. Au revoir.